Bienvenue dans le débat de France 24. La majorité a donc fini par reculer après les manifestations samedi dans plusieurs villes de France, comme à Paris. Emmanuel Macron, son gouvernement et La République En Marche, son parti, abandonnent l'article 24 de la proposition de loi dite de sécurité globale. Dans sa version déjà votée, il pénalise la diffusion de l'image des policiers à des fins malveillantes. Ces mêmes images qui ont pourtant permis la mise en examen hier de 4 policiers pour violences commises lors d'une interpellation, celle du producteur Michel Zecler à son studio d'enregistrement. Les vidéos ont choqué un peu partout. Sommes-nous en train d'assister à un divorce entre les Français et leur police? Et d'ailleurs, ce malaise est-il propre à la France ou bien perceptible ailleurs, aussi hors des frontières de l'Hexagone? On en débat avec ici même à mes côtés mon confrère de France 24 chroniqueur international, Bruno Darou. Bonjour. Bonjour Raphaël. Avec également avec nous Valentin Gendreau, auteur de Flic, un journaliste a infiltré la police. Ça vient de paraître, c'était au mois de septembre, aux éditions Goutte d'Or. Pour résumer, vous avez passé 6 mois comme adjoint de sécurité au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris et vous racontez dans ce livre ce que vous avez vécu et observé. Merci d'être avec nous, Valentin Gendreau. Et également avec nous Christian Moana, sociologue, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDIP. Merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Et puis l'avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Michel Toubiana, bonjour. Bonjour. La majorité a donc suspendu l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale au Parlement. Écoutez le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, et ancien ministre de l'Intérieur. Nous allons donc proposer une nouvelle écriture complète de l'article 24 qui devra répondre au double objectif fixé. Cette nouvelle rédaction sera conduite dans le cadre d'un travail collectif aux 3 groupes de la majorité. Force est de constater qu'aujourd'hui, le choix légistique que nous avons fait a laissé s'installer un trouble, si ce n'est même la conviction parmi la population que le droit d'informer, que le droit à l'information, que l'exercice même du contrôle légitime des actions de police était menacé. L'équilibre que nous avons recherché sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu. Dont acte. Valentin Gendreau, vous qui avez vécu les choses de l'intérieur, est-ce que vous pensez d'abord que cette annonce de la majorité présidentielle va démobiliser, démotiver les policiers? Et à l'inverse, est-ce que cet article, s'il avait été voté dans les mêmes termes par le Sénat et l'Assemblée en deuxième lecture, ce qui reste évidemment à approuver, est-ce qu'il aurait modifié le comportement des policiers? Est-ce qu'il aurait d'une manière ou d'une autre empêché finalement les journalistes de pouvoir documenter d'éventuelles violences? Est-ce que ça va démobiliser les policiers? Je ne peux pas vous le dire, je ne vais pas me mettre à la place des policiers, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien que les policiers se rendent compte que la France et les Français sont quand même dans un état de choc suite à la diffusion des images de l'agression de Michel Zecler. Donc si vous avez eu... alors, on ne parle pas de retrait de l'article 24, on parle encore de réécriture, donc il faut quand même garder là aussi la tête froide. Parce que on ne sait pas ce qui va être décidé, ce qui va être écrit par la suite. Donc si c'est pour avoir un article 24 encore pire que celui que nous avions là, c'est pas forcément une bonne chose qu'ils le réécrivent. Ils pourraient simplement décider de l'abroger, de passer à autre chose, ça serait plus simple. Encore pire, dites-vous, c'est donc que vous considérez que l'article 24, dans son écriture actuelle, même avec les modifications qui avaient été faites déjà une première fois par la majorité, risquait de rendre impossible le fait de pouvoir documenter un certain nombre de violences? Oui, à partir du moment où flouter les images des policiers ou être, quand vous êtes journaliste, être parqué dans un endroit de la manifestation sans avoir accès à tout ce qui peut se passer dans une manifestation, c'est une vraie atteinte à la liberté de la presse. Et de manière plus générale, ça ne fait que amplifier le sentiment de défiance des habitants vis-à-vis des policiers. Donc c'est un très mauvais article. L'article 24, c'était un mauvais article, mais de toute manière, cette loi sécurité globale est mauvaise dans son ensemble. Là, on parle de l'article 24 parce qu'elle concerne les journalistes ici, mais de manière générale, c'est pas une bonne loi, donc il faut l'abroger tout de suite. Michel Toubiana, cet article, il modifiait la loi de 1880 sur la liberté de la presse, mais même une circulaire de 2008 qui, tout simplement, actait du fait que les policiers ne pouvaient pas s'opposer au fait d'être filmés sur la voie publique. Avec ce texte, on y revenait. De censure préalable, c'est-à-dire que les policiers pouvaient trouver là la ressource juridique pour empêcher de filmer, même si ça ne donnait pas lieu ensuite réellement à des poursuites. Mais comme le président Renan vient de le dire, cette loi est mauvaise de bout en bout.
elle est censée organiser un continuum de sécurité. En réalité, elle organise un continuum de surveillance sur les citoyens. Elle aggrave la situation des détenus en termes de remise de peine de manière invraisemblable. Elle organise une surveillance généralisée par le biais des drones. Il y a 10 raisons pour lesquelles les policiers seront autorisés à nous surveiller, c'est-à-dire quasiment en permanence et partout. Et elle aligne certaines compétences des polices municipales sur les compétences de la police nationale. Dans certaines villes, pas dans toutes, c'est-à-dire que demain, quand vous irez à Toulouse, vous ne saurez pas si l'agent de police municipal aura les pouvoirs nécessaires à vous verbaliser qu'aura éventuellement l'agent de police de Rennes ou le policier national de Paris. Nous sommes là dans un processus d'enfermement de la population qui est extrêmement préoccupant. Michel Toubiana, cet article 24 contre lequel plusieurs associations, notamment à la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, s'étaient érigées, en quoi était-il attentatoire aux libertés dans la mesure où il n'empêchait pas de transmettre les images aux autorités administratives ou judiciaires compétentes en vue d'exercer d'éventuelles sanctions s'il était besoin? Bien évidemment, mais dans la mesure où cet article instituait un nouveau délit qui était celui dans de mauvaises intentions, de diffuser ces images, rien n'empêchait un policier de dire « Ah, mais cet homme-là qui est en train de me filmer le fait dans une mauvaise intention ». Qu'ensuite ça ne tienne pas la route devant le tribunal, que le parquet ne poursuive pas, probable, très probable. Mais en attendant, la photo n'aura pas été prise. L'image n'aura pas été captée et donc il n'y aura plus rien à diffuser. On était, Bruno Darroux, face à un risque de mesures préventives, préemptives prises par les forces de l'ordre pour finalement empêcher les journalistes de tourner des images, quand bien même par la suite ils n'auraient pas été considérés comme étant en tort par les autorités juridiques ou administratives. Écoutez, le gouvernement dit que ce n'était pas du tout ça son intention et qu'il ne s'agissait absolument pas d'attenter à la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Bon, force est de reconnaître en tout cas que la rédaction de cet article a été pour le moins maladroite, ambiguë, floue. Et vous savez, comme disait Christophe Castaner cet après-midi, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, là, c'était beaucoup trop flou, dans un souci visiblement d'assurer à la fois une meilleure protection des policiers, parce qu'il faut aussi le reconnaître, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années des éléments assez troublants pour les policiers et pour leurs familles, c'est-à-dire qui ont été menacés, ça, il ne s'agit pas de le nier, mais la façon dont a été rédigé cet article, évidemment, même si telle n'était pas l'intention du gouvernement, en tout cas, ça a été forcément interprété, c'est ce que vient de M. Toubiana, évidemment, comme une manière d'empêcher quand même les journalistes de faire leur métier, puisqu'il n'y avait absolument rien qui empêchait un policier de dire à quel moment telle image était ou non malveillante. C'était quand même aussi au jugement du policier. Donc ça, effectivement, ça pose quand même un très grave problème de fonctionnement démocratique et de liberté de la presse. Christian Moana, cette réaction qu'on a observée la quasi-totalité, il faut bien le dire, des organes de presse, qui ne sont pas forcément pour autant représentatifs de la population, il faut quand même le préciser également. Mais néanmoins, c'est plus de 130 000 manifestants dans toute la France ce samedi, selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper, le prévoir, et surtout, est-ce qu'on va pouvoir facilement ramener le calme par la simple réécriture de l'article 24, d'après vous ? Je pense qu'il y a des problèmes conjoncturels, réécriture, etc., ou pas réécriture, mais il y a des problèmes structurels qui est un divorce croissant entre la police et la population qui touche des couches de plus en plus nombreuses au sein de la population française et que certains syndicats de policiers, quand ils réclament toujours plus de protection, quand ils réclament toujours plus qu'on s'intéresse à eux et qu'on ne parle pas des objectifs qui sont fixés à la police, il y a l'impression d'une confiscation des politiques de sécurité par les policiers, et alors que c'est des politiques qui devraient être élaborées dans une démocratie avec le maximum de concertation. Ça pose un deuxième problème qui est celui de l'attitude de
du gouvernement qui a trop besoin de sa police actuellement parce que beaucoup de problèmes qui ne relèvent pas forcément du champ de la sécurité sont gérés à travers la police. Toutes les protestations sont désormais gérées à travers une police qui, excepté peut-être samedi dernier, mais a tendance à utiliser beaucoup de méthodes de plus en plus répressives. Et donc, il y a une instrumentalisation de la police avec, je dirais, la contrepartie, c'est un gouvernement qui cherche à protéger ses policiers de toutes les façons. Alors, c'est d'autant plus surprenant que les protections ou les articles du droit qui permettent aux policiers de se défendre existent déjà et qu'on peut penser que ce n'est pas en interdisant la diffusion sur les réseaux sociaux, ça ne suffira jamais puisque les tags dénonçant les comportements de tel ou tel policier, à tort ou à raison, ou les insultes contre des policiers, on en voit fleurir sur les murs de nos banlieues au moins depuis les années 70 ou 80. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que les réseaux sociaux amplifient tout ça. Mais donc, au lieu d'essayer de régler le problème sur le long terme, au lieu d'essayer d'être dans l'efficacité, on est plutôt dans le déclaratif, dans une guerre de l'image. Et on comprend que là, à la fois le gouvernement, mais aussi les syndicats policiers qui pensent que le problème va être réglé uniquement par une loi, posent problème. D'autant que les policiers eux-mêmes qui s'appuient sur cette loi, très souvent, ne respectent pas. Normalement, ils devraient porter un numéro d'identification. Quand on regarde la manifestation de samedi dernier où j'ai compté, j'avais à peine 20% des policiers ou des gendarmes présents qui avaient un numéro d'identification visible. Donc, on ne doit pas les voir. Ils sont déjà, pour une partie d'entre eux, aussi bien en maintien de l'ordre que lorsqu'on a affaire à des contrôles à moitié masqués, non pas seulement parce qu'il y a le masque hygiénique, mais parce que très souvent, ils portaient déjà auparavant une cagoule. Bref, on a l'impression de policiers qui veulent se cacher. Donc, on comprend bien que les policiers veulent se protéger, mais s'ils pensent qu'ils se protégeront à travers ce texte de loi dont la légitimité, évidemment, pose question, je pense qu'ils font une erreur parce qu'au lieu de renforcer le droit, ils vont l'affaiblir et au lieu d'être plus protégés, ils vont être plus critiqués. On voit bien comment tous les effets pervers de cette loi. Alors justement, on a avec nous le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, Mathieu Vallet, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous sentez plus exposé ce soir, davantage en danger, maintenant que cet article 24, qui avait pourtant été à la fois voté et adopté dans le cadre de l'ensemble de cette proposition de loi en première lecture, est aujourd'hui suspendu? Oui, d'abord, je vais répondre à votre invité quand même. Il compte les RIO, nous, on compte nos blessés suite à la manifestation de samedi. 98 policiers blessés. Je vous ai laissé parler, si je peux terminer. Allez-y, Mathieu Vallet. Oui, on va vous laisser parler. Vous exigez le respect, vous voyez, c'est toujours symptomatique. Non, mais j'adore parce que quand je commence à parler, sur certains plateaux, ça agace. Et donc, quand ça agace, on interrompt les gens. Et sur les contrôles de police, c'est pareil. Donc, ça agace que la police fasse son travail. Et c'est là où les collègues sont partis. C'est vraiment symptomatique. Donc, je vais redire ce que j'ai dit. En l'occurrence, c'est pas sur certains plateaux, c'est pas le fait du plateau lui-même. Là, on vous donne la parole et vous l'avez. Allez-y. Je vous en prie, monsieur, tout à fait. Je parle de vos invités, évidemment. Mais et je vous remercie de m'inviter sur votre plateau pour donner la parole d'un syndicaliste policier qui, j'ai bien compris, était d'une certaine manière diabolisé par certains. Donc, en fait, d'abord, moi, je ne représente pas des intérêts corporatistes. Je veux simplement que mes collègues soient et qu'aujourd'hui, le constat il est implacable, c'est qu'on a des policiers, on a aussi des gendarmes qui sont agressés devant leurs enfants, devant leur famille, devant leurs femmes, devant leurs conjoints, parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont reconnus en tant que tels, et simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur la profession qui n'ont jamais partagé le quotidien d'un policier. Donc moi, je ne suis pas garagiste, je n'irai pas m'exprimer sur la mécanique d'un véhicule. Donc chacun à sa place et puis tout le monde s'en portera bien. Moi, je sais de quoi je parle, donc je vais vous dire pourquoi. Sur la loi actuelle, on nous dit, mais il y a déjà des outils infractionnels qui existent pour réprimer ces comportements. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, quand vous avez une personne sur un dispositif de manifestation qui vous prend en photo, qui diffuse votre photo en tenant des propos qui ne sont pas outrageants, qui sont à la limite parfois diffamants, mais dans la diffamation, si vous avez déjà assisté à des audiences dans les tribunaux spécifiques qui jugent ce type d'infraction, c'est très difficilement caractérisable, voire de l'injure publique qui est juste une infraction pécuniaire. Aujourd'hui, on est en faiblesse sur la législation qui ne permet pas de réprimer ce genre de comportement. Demain, quand vous allez avoir un policier dont la photo avec le nom, le prénom, voire l'adresse, avec des commentaires non équivoques, mais qui ne sont pas à la limite de la loi, vous savez, qui sont de la frontière est ténue, à ce moment-là, ça pourrait être répréhensible par une loi qui prévoit une peine d'emprisonnement, une peine d'amende. Maintenant, vous voyez, sur votre plateau, ce soir de la part de vos invités, c'est symptomatique aussi, c'est le procès médiatique de la police. Les policiers, ils sont mal intentionnés. Si vous êtes là, c'est justement pour établir l'équilibre. Je sais bien, mais je ne dis pas vous, monsieur, je dis les invités de votre plateau. J'ai été précis. Donc,
Simplement, moi je vous dis, le problème, c'est que là, c'est le procès médiatique de la police. Les policiers sont mal intentionnés, ils vont utiliser cette loi avec des voiements, comme si qu'on était tordu et comme si qu'on n'était pas du côté de la loi. Alors oui, on nous explique que l'affaire Zecler, c'est toute la police, évidemment. Hein. C'est comme si pour les attentats, on disait que tous les musulmans étaient des terroristes. Là, c'est pareil. Il y a 3 policiers qui ont dérapé, qui ont commis des images et des violences inacceptables. C'est toute la police qui doit maintenant être à la barre pour s'expliquer pourquoi il y a 3 de ses collègues qui ont commis des violences illégitimes telles que ça a été déclaré. On va s'interroger, oui Mathieu Vallée, on va s'interroger dans la deuxième partie de l'émission, si vous voulez bien, sur... C'est très simple. Sur l'affaire Zecler et sur ce qu'on appelle la doctrine policière, voir s'il y a un lien entre les deux. Mais pour ce qui est du Rio qu'on a évoqué un peu plus tôt dans cette émission, le référentiel des identités des policiers se matricule. Comment se fait-il qu'il ne soit pas systématiquement porté? Ce qui permettrait, dans ce cas peut-être, de poser la question du floutage, qui est une autre question, puisque dans ce cas, on pourrait effectivement filmer les actions policières et identifier les policiers sans qu'il soit besoin de montrer leur visage. Alors, je vais vous dire simplement, la hiérarchie a son rôle à jouer. Moi, quand je fais des dispositifs d'ordre public, mais aussi d'autres commissaires, d'autres officiers de police, d'autres gradés, vous savez que les gradés dans la police, c'est ceux qui sont juste au-dessus des gardiens de la paix, font des rappels régulièrement pour que les agents portent leur RIO. Ceux qui ne portent pas leur RIO sont rappelés à l'ordre. Et parfois, il y a des procédures qui sont faites. Mais enfin, je sais que nos détracteurs touchent toujours à redire. Alors, soit on veut dévoyer la loi, soit on n'est pas tous porteurs de notre RIO, soit on est tous tordus. C'est une obligation légale quand même. Tout à fait. Le port du RIO, c'est une obligation légale de la part de personnes qui sont dépositaires de l'ordre. Réglementaire, parce qu'il n'y a pas d'infraction pénale si on ne le porte pas. C'est réglementaire, il faut être précis, c'est dans le code de sécurité intérieure et dans le code de déontologie. Je peux terminer ou pas? J'ai l'impression que je ne peux pas terminer une phrase. Excusez-moi de parler de mon métier, donc je vous explique. Allez-y. C'est illégal, c'est non réglementaire. Pourquoi? Parce qu'un agent qui ne le porte pas s'expose à des poursuites administratives, in fine, à des poursuites disciplinaires lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination, vous allez me faire parler vite parce que j'ai l'impression que je ne peux pas terminer mes phrases, décide de pouvoir traduire l'argent en sanction. C'est le code de sécurité interne de 2014, sauf qu'il n'y a pas de sanction prévue. Si l'agent s'expose à des sanctions administratives prévues par la loi de 83 sur la fonction publique d'État et particulièrement chaque corps de la police est régi par un statut. Exactement. Voilà. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Simplement, je vous explique, l'article 24, il vise à garantir à la presse le droit d'informer. Bien évidemment qu'on ne vise pas les journalistes qui veulent suivre les policiers, qui veulent montrer le travail des policiers, que ça soit du bon ou du mauvais côté, selon les journalistes du travail des policiers. S'ils veulent montrer des violences qu'ils jugent illégitimes, qu'ils les montrent. S'ils veulent montrer des policiers subir des violences telles qu'on a eu samedi dernier, où on a quand même eu une commissaire de police qui s'est fait opérer en urgence le dimanche parce que sa compagnie s'est fait fracasser. Donc, vous voyez, on n'a pas de gens mal intentionnés. Il y a une minorité chez nous qu'il faut gérer, qu'on gère, et dont vous avez vu hier les propos du procureur de la République, qui les a pas épargnés d'ailleurs. On espère que les délinquants qui sont des policiers à longueur de journée subiront les mêmes peines et en tout cas les mêmes décisions judiciaires à l'instant d'instruction que ceux qu'on a déclarés pour nos collègues hier. Simplement, sur l'article 24, pour terminer mon propos, et j'en terminerai là, parce que voilà, l'article 24, il vise à protéger les policiers parce qu'aujourd'hui, on est jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Et je suis désolé de décevoir vos invités ou certains de vos invités. La législation actuelle ne permet pas de protéger suffisamment les policiers et l'intention, elle est bonne. Et croire que les policiers sont assez tordus pour dévoyer une loi, je suis désolé, mais ce n'est pas à la hauteur du débat républicain et du respect qu'on doit avoir de la police républicaine. On va en reparler et nos autres invités auront largement le temps de vous répondre, si vous le voulez bien. On arrive à la fin de la première partie du débat, mais vous aurez le temps de vous exprimer d'ici moins de 3 minutes et largement, puisqu'on aura une vingtaine de minutes dans cette deuxième partie du débat. Restez avec nous. Et retour au débat de France 24 avec cette question. Y a-t-il un vrai malaise dans la police en France et peut-être aussi à l'étranger? On va en parler dans un instant avec vous. Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24, avec également Valentin Gendreau, auteur de Flic, un journaliste a infiltré la police, avec également Christian Moana, sociologue, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, avec Michel Toubiana, avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, et avec Mathieu Vallet, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police. Valentin Gendreau, vous qui avez infiltré la police pendant 6 mois, avez-vous observé le même état d'esprit que celui qu'évoquait à l'instant Mathieu Vallet, l'idée d'une véritable solitude aujourd'hui, d'une vulnérabilité aussi face à ces violences qui montent effectivement dans la société, puisque
on observe une augmentation des cas de violence commises envers des policiers en l'espace des 15 dernières années. C'est assez flagrant. Les chiffres ont été multipliés par 2. Bah, écoutez, moi je vais vous parler simplement de ce que j'ai pu voir dans mes 6 mois dans le commissariat du 19e arrondissement. 2 fois, des policiers ont été victimes de jets de projectiles. Une fois, c'était des oignons congelés qui avaient été balancés du haut d'une barre d'immeuble. Une autre fois, c'était des verres qui étaient passés à travers le premier étage d'un appartement. Une fois, un policier du 19e arrondissement a été, suite à un refus d'obtempérer, a été touché par un scooter et a été en arrêt de travail pour plusieurs jours. Ce sont les 3 fois où ça a vraiment chauffé, pour le coup, dans un arrondissement qui est pourtant réputé sensible comme le 19e arrondissement. Pour le reste... Donc vous dites relativement peu fréquemment, si l'on vous entend. Pour ce que j'ai pu voir, moi, dans le 19e arrondissement, vous avez des moments de tension, mais vous savez, quand vous êtes policier et que vous êtes 5-6 policiers face à 2-3 personnes, il y a quand même ce rapport de force qui joue, de ce que j'ai vu, moi, en faveur des policiers. Donc, l'explosion des refus d'obtempérer, des outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, vous l'avez observé, ça c'est ce qu'indiquent en tout cas les chiffres. Quand vous avez des refus d'obtempérer, les policiers reçoivent les consignes de ne pas poursuivre. C'est-à-dire, sur les ondes radio de la police, on vous dit ne poursuivez pas la chasse. Poursuivez pas la chasse parce que vous allez entraîner un risque de suraccident. Donc, les policiers, bien souvent, ne courent pas après les refus d'obtempérer. Parce qu'ils n'en ont pas le droit, simplement. Donc, il y a une volonté délibérée d'agir avec discernement, comme on dit. Oui, dans ces cas-là, mais ce qui d'ailleurs frustre souvent les policiers parce qu'ils voient quelqu'un qui va narguer des policiers, qui va faire devant eux ce refus d'obtempérer qui peut, par exemple, je ne sais pas, suite à un feu rouge qu'un automobiliste ou quelqu'un en moto va griller, les policiers vont poursuivre et évidemment, cette personne-là va tout faire pour leur échapper. Donc évidemment, les policiers qui veulent faire leur travail, évidemment, ça les énerve totalement, ce genre de situation, bien sûr. C'est de nature à générer un malaise à Michel Toubiana. Est-ce qu'il y a de la part du politique ou du préfet, qui est le bras armé du politique, des consignes ou des directives qui, peut-être justement en retenant trop souvent la main des policiers, provoquent, génèrent une forme de frustration? Je crois qu'il y a une vraie instrumentalisation de la police. Tantôt on lui demande de faire une politique du chiffre, tantôt on lui demande de faire une autre politique. Les moyens matériels ne sont pas à la hauteur des ambitions et la formation ne l'est pas plus. Le temps de formation a considérablement réduit, je crois qu'il va arriver à 8 mois. Et c'est une formation très endogène et en définitive, on s'aperçoit que les pouvoirs politiques, et là-dessus il convient d'être extrêmement généreux parce qu'on peut distribuer cela à beaucoup d'entre eux, en définitive, ont un rapport à la police qui est un rapport de propriété. C'est ma police. Alors que ce ne devrait pas être la police du gouvernement. C'est la police de la République, au service des citoyens et pas au service de la politique du gouvernement. Lorsque Nicolas Sarkozy licencie un policier parce que celui-ci organise des matchs de foot, vous vous souvenez peut-être de cet épisode à Toulouse, parce qu'il considère qu'un policier, ça n'a pas à faire cela, il donne une coloration à l'action de la police qui n'est pas la coloration de celle d'agents de la paix publique. Vous regrettez le temps des îlotiers ? Je regrette l'absence de police de proximité au plein sens du terme, c'est-à-dire d'une police immergée qui est en lien et en confiance avec la population. J'ai peut-être un certain désavantage par rapport à certains des intervenants, c'est mon âge. Mais mon âge me rappelle me conduit à me rappeler du temps de la FASP, du temps de la Fédération autonome des syndicats de police, du temps de Bernard Delplace, du temps de Gérard Monat, où le souci dégradé de la police, le souci des syndicalistes était celui-là, d'être une police de la population, et se confrontant d'ailleurs à cet égard souvent avec le gouvernement. Je regrette profondément que cet aspect des choses ait été gommé au profit d'une police dont simplement l'uniforme déjà nous renvoie à un caractère anxiogène plutôt qu'à un caractère pacifiant. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Michel Toubiana, pour rebondir sur ce que disait juste avant vous, Valentin Gendreau, permettre néanmoins aux policiers de réagir au refus d'obtempérer, d'aller dans une politique peut-être de tolérance zéro, comme on l'a vu ailleurs ?
Tolérance zéro. Bah, écoutez, si on assiste à un tel accroissement de délits, c'est parce que la tolérance est déjà à un niveau très bas. Car on a créé aussi un certain nombre de délits en termes d'incivilité ou autres qui avant étaient résolus autrement que par la voie pénale. Je crois que la paix publique exige que l'on agisse avec discernement. Et puis cessons de généraliser. La police n'est pas composée uniquement d'excités racistes ou autres, bien heureusement, et on peut le souhaiter. Et puis, on ne donne pas systématiquement aux policiers les ordres de ne pas agir. Il y a là, me semble-t-il, si on devait interpréter les choses comme cela, une forme d'exagération certaine. On va écouter Gérald Darmanin qui s'exprime à l'instant. C'est devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur qui est auditionné. Écoutez. Les opérations de police faites par des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux, des douaniers sont des opérations de fonctionnaires dans un moment particulier. Et que attenter, me semble-t-il, à ces fonctionnaires dans ces moments particuliers doivent être plus sanctionnés qu'autre chose. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui est ma conviction profonde et qui est ce que pense le gouvernement, c'est que nous devons absolument garder ce qui fait la naissance, me semble-t-il, de la protection souhaitée par les parlementaires et par le gouvernement, c'est la protection des policiers et des gendarmes dans le cadre des opérations de police. Ils ne sont pas assez protégés, je le répète, je n'ai pas changé de conviction et j'en suis absolument convaincu. Vous comprenez, Christian Moana, ce qu'indique à l'instant le ministre de l'Intérieur, que porter atteinte, attenter aux policiers dans le cadre d'opérations de police doit être plus sanctionné? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'évidemment, j'allais dire, toute atteinte à des policiers doit être sanctionnée, mais j'allais dire, quand une grand-mère est attaquée, ça doit être sanctionné. Quand c'est un enfant, ça doit être sanctionné aussi. Que ce soit plus pour un policier, est-ce qu'il faut intégrer un système de valeurs, sachant que celle d'un enfant vaut peut-être moins que celle d'un policier? Ça me paraît assez difficile. Je pense qu'à l'image de tout citoyen, un policier qui est victime, qui est agressé par une personne, il dispose déjà, d'ailleurs, contrairement à ce qui était dit, de certains recours judiciaires plutôt hors de la norme. Dépositaire de l'autorité publique, la raison pour laquelle... Absolument, et il y a des tas d'infractions pour outrage, elles ne sont pas toutes poursuivies, etc. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre qui sont poursuivis, il peut y avoir des dommages et intérêts, et que, évidemment, toute personne qui menace des policiers, le policier peut porter plainte, peut l'attaquer, et peut porter ça en justice. Je dirais même qu'en général, les procureurs sont plutôt enclins à suivre la parole des policiers. Je voudrais quand même réagir 2 minutes à ce qui a été dit tout à l'heure par votre invité commissaire, parce que quand même... Mathieu Vallet, oui, du syndicat indépendant des commissaires de police. Oui. Parce qu'il nous accuse, alors d'une part, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, grosso modo, ce qui quand même est assez choquant. D'une part, parce que moi aussi, je suis allé sur le terrain, peut-être pas aussi longtemps que M. Gendreau, mais je connais pas mal des choses. La manifestation de samedi, je l'ai suivie, mais aussi derrière les rangs des policiers qui recevaient des cailloux et autres projectiles. Donc, je vois à peu près les choses. Et puis, j'allais dire d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue démocratique, ça pose problème quand on nous dit je suis le policier, je sais ce qui est bien, circuler, il n'y a rien à voir. Non, excusez-moi, il y a des articles de la Constitution, article 12, article 13 et autres, qui disent très bien que la force publique est instaurée au bénéfice de tous et pas au profit de ceux qui l'exercent. Donc si on est vers cette dérive où des policiers disent de toute façon c'est moi qui décide, vous n'avez rien à dire, là ça pose vraiment des problèmes. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle des policiers, bien entendu. Quand on dit ça, on commet des erreurs. Il y a beaucoup de policiers qui font leur travail avec conviction, qui le font très bien. Il y a aussi des policiers qui craquent parce que la pression qui est mise sur eux, j'allais dire, à la fois par les délinquants, mais aussi par la hiérarchie. Et un jour, il faudra parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur de la police comme organisation et les sources du malaise policier, parce que j'ai des entretiens avec des dizaines, voire des centaines de policiers. On continue à en faire régulièrement, des policiers de terrain qui nous disent des choses qu'on écoute pendant 2 heures, 3 heures, et ils nous disent, ça, c'est le malaise de la non-communication. Et on pourrait parler
du fonctionnement des commissaires, du fonctionnement des préfets, du fonctionnement du personnel politique dans les demandes qui sont adressées aux policiers de terrain. Et là aussi, on a une partie du malaise. Et que si on ne s'attaque pas à toutes ces questions, on pense qu'on va résoudre le problème en faisant une nouvelle loi qui va repréciser encore la même chose, qu'on n'a pas le droit de s'attaquer avec les policiers. Et on est tous d'accord qu'on n'a pas le droit de s'attaquer à des policiers, comme on n'a pas le droit de s'attaquer à aucune personne, parce que c'est quand même un des principes de base de notre civilisation. Eh ben, il faut accepter une certaine transparence de l'appareil policier. Il faut accepter de discuter des lois, il faut accepter des règles, et que c'est pas chacun va faire ses lois. Les chercheurs vont pas faire leurs propres lois, les médecins vont pas faire leurs propres lois. Ils ont recours à leur expertise technique, mais c'est la démocratie qui doit s'exercer, et j'allais dire surtout sur cette question de sécurité qui est quand même fondamentale. Mathieu Vallet, peut-être une réaction à l'instant. Gérald Darmanin a indiqué, le préfet de police Didier Lallement a toute ma confiance, il maintient donc sa confiance. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement il faut conforter Didier Lallement, qui a été relativement critiqué, il faut le dire, depuis plusieurs semaines, depuis les manifestations même des Gilets jaunes? Est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit? Et puis, sur ce qu'on vient d'entendre, on n'a pas évoqué aussi la question des caméras piétons. Quelle est votre opinion là-dessus? Le fait d'équiper chaque policier d'une caméra qui permettra, à l'avenir peut-être, en temps réel, de savoir tout ce qui se passe lors d'une intervention de police. Mathieu Vallet, vous nous entendez? Pardon, excusez-moi, je ne savais pas que vous m'adressiez la parole. Excusez-moi, je pensais que vous parliez encore avec le précédent invité. Je me permets juste de répondre parce que il faut qu'on sorte de ce débat binaire. Alors, je vais peut-être préciser mes propos pour que je sois sûr d'être bien compris. En fait, moi, ce que je regrette, c'est que pour évoquer des sujets, il évoquait votre invité, les médecins, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la police et qui ne connaissent pas notre fonctionnement. C'est pour ça que vous êtes parmi nous. Je sais bien. Alors, je dis, et franchement, par contre, je fais beaucoup d'émissions, si je peux juste terminer mes phrases, parce que je vous assure que c'est insupportable. Donc, en fait, j'ai bien compris que vous étiez bienveillant et que l'idée... Oui, on ne vous a pas interrompu. Mais là, vous me recoupez. Si je ne peux pas terminer une phrase à chaque fois, je vous promets que c'est pénible. Mais si c'est pour nous dire qu'il faut terminer une phrase, mais on vous écoute. C'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué, ça m'agace. Donc, je vous dis simplement que la police, pour en parler, il faut la connaître. Si on veut parler de la résorption d'un virus, il faut savoir comment fonctionnent des molécules, comment fonctionnent des traitements. C'est ça que je veux dire. Quand après on s'intéresse à la police, qu'on s'est bien documenté, qu'on sait de quoi on parle, il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple encore une fois. Votre invité dit que dans la Constitution, elle n'est pas placée sous l'autorité de ceux qui elle est dirigée. Non, c'est de ceux à qui elle est confiée. La police, elle n'est pas confiée au commissaire, elle est confiée à l'autorité politique. Donc moi, je vous dis simplement ça. Maintenant, quand on connaît bien la police, il n'y a pas de problème, on est ouvert au débat, on est transparent. Vous savez que nous, on propose que les journalistes intègrent des dispositifs d'ordre public pour partager le quotidien des policiers, on n'a rien à cacher, donc tout ce qui n'est pas caché n'est pas suspect, donc on n'a aucun problème avec ça. Sur les caméras piétons, on est pour que tous les policiers soient équipés, mais avec du matériel qui fonctionne. On a été entendu, mais malheureusement, ce ne sera pas avant juillet. En tout cas, la généralisation, elle ne sera pas atteinte avant juillet de ce que les gouvernants nous ont dit. Maintenant, sur le préfet allemand, moi, écoutez, c'est pas mon débat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis un policier républicain. Je ne travaille pas pour un préfet. Je ne travaille pas pour un gouvernement. Je travaille pour la population. Et je vais quand même rappeler sur votre antenne, puisque l'occasion m'en est donnée, que lors des attentats du 13 novembre, c'est un commissaire avec un gardien de la paix de la BAC qui est rentré pour neutraliser le terroriste Sami Animour et qui a sauvé de nombreuses vies, même si on a à déplorer 130 morts durant ces attentats. Donc vous voyez qu'on sert la population. Je peux vous citer des dizaines d'exemples qui ne sortent pas du commun, des différents familiaux qu'on règle, des enfants qu'on sauve de la maltraitance. Enfin, vous voyez, des exemples fusent. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'améliorer. On a des marges de progression. J'ai entendu votre invité, l'ancien syndicaliste, qui a des paroles très justes. Sur la formation, on peut beaucoup faire mieux. Sur l'apprentissage des techniques d'intervention, sur l'apprentissage du cadre légal d'intervention, sur les simulations, sur l'apprentissage à travailler entre les trois corps, c'est-à-dire entre les gardiens, les officiers et les commissaires. Tout ça, c'est important. C'est des sujets sur lesquels on doit avancer parce qu'on est très faible sur ces dossiers-là, c'est-à-dire que c'est enseigné, mais pas suffisamment. Et sur votre question, excusez-moi du coup, de ce que vous voulez savoir exactement, sur le maintien de l'ordre, parce que je pense que c'est... Oui, sur le maintien de l'ordre, parce que, voilà, simplement un mot, si vous le voulez, c'est pas pour vous interrompre, oui, c'est juste pour compléter pour ceux qui nous regardent. Alors, la doctrine française d'éloignement des manifestants, avec ces dispositifs d'éloignement que sont les lanceurs de balles de défense notamment, et puis ces grenades lacrymogènes, ne sont pas forcément employés ailleurs en Europe. On va en discuter dans un instant avec Bruno Darroux à mes côtés. Est-ce qu'il faut maintenir justement cette manière d'agir ?
Alors, vous savez, c'est compliqué en moins de 3 minutes sur votre plateau d'évoquer la doctrine dans l'ordre public. Le problème, c'est que jusqu'à un certain temps, la mise à distance fonctionnait. On a vu qu'avec les Gilets jaunes, alors pas les Gilets jaunes classiques, si j'ose dire, ceux qui manifestaient pas physiquement, mais je parle plutôt de ceux qu'on a eu d'habitude d'appeler les ultra-jaunes, on a eu des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que cette mise à distance, pour empêcher les atteintes aux personnes, les policiers qu'on a vu se faire agresser, le gendarme qui s'est fait boxer sur la passerelle Léopold Snowdon, les 2 policiers en auto à l'angle de Champs-Élysées qui se sont fait courser et aussi jeter des projectiles. Enfin, tout ça, c'est compliqué. On s'est rendu compte qu'il fallait faire des interpellations. Sauf que, à l'époque, on l'a dit, faire des interpellations, c'était nécessaire, mais ça allait entraîner une confrontation physique. Et quand vous parlez du lanceur de balles de défense, je rappelle quand même qu'il faut suivre une habilitation pour pouvoir le porter et l'utiliser. Je rappelle qu'il y a des entraînements qui sont obligatoires pour que les agents qui ont la formation puissent le garder et l'utiliser. Ça permet aux policiers, effectivement, par exemple, un individu qui va jeter un cocktail Molotov ou qui va jeter un parpaing ou une pierre sur un collègue ou un policier ou un gendarme, puisse atteindre l'individu pour qu'il ne puisse pas justement blesser le policier. Maintenant, c'est comme tout outil, c'est comme tout être humain. Parfois, c'est dévoyé. Parfois, il y a des collègues qui, par le stress, la peur. Et quand je dis à votre invité, parlez de ce que vous connaissez, mais est-ce que votre invité sait combien pèse le kilo, le matériel, le poids total du matériel que porte un CRS aujourd'hui ? Il sait ce que c'est que le porter pendant 10 heures d'affilée, de prendre des crachats, des insultes, des caillasses. Non, mais c'est ça la réalité. Alors, on doit être professionnel, mais parfois, quand vous êtes pris dans des situations insurrectionnelles, c'est difficile pour certains policiers de ne pas avoir peur, surtout quand on voit comment certains se sont fait lâcher encore samedi dernier, s'il fallait encore un exemple criant. Et pour terminer sur la doctrine, oui, vraiment la fin, oui. Pour la doctrine de l'ordre public, vous savez, alors c'est difficile techniquement, mais la solution, enfin l'une des solutions, pardon, puisqu'on n'aurait pas une, sinon ça serait génial, c'est d'équiper les policiers en caméra. D'abord, ça nous permettrait de montrer nos images, notre réalité, et puis surtout, quand on est policier républicain, on n'a rien à cacher, je suis d'accord avec certains de vos invités qui évoquent la transparence, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, qu'on ne fasse pas le procès de dire, le métier de policier, c'est un métier de spécialiste, on fait ça entre gens du même cénacle. Je veux simplement demander aux gens de faire un effort de connaître notre profession, parce que je fais beaucoup de débats. Merci. Franchement, quand on creuse, on voit qu'il y a une méconnaissance totale. Vous savez, quand on a un certain parti politique qui nous dit que les gardiens de la paix ne peuvent pas faire de l'antiterrorisme, c'est une méconnaissance totale de notre fonctionnement. Merci. Merci Thierry Vallet. Bruno Darroux, alors, revenir quand même en un mot sur ce que vient de dire Gérald Darmanin, parce qu'il maintient sa confiance au préfet allemand, dont d'aucuns s'attendaient peut-être à ce qu'il serve de fusible dans cette crise. C'est une information importante. Ça veut dire que le gouvernement maintient son cap, en tout cas pour ce qui est de ce qu'on appelle cette fameuse doctrine de maintien de l'ordre. Oui, alors pour le coup, là, le préfet allemand, il devient, pour le coup, reprendre l'expression d'un de vos invités, instrumentalisé. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement s'est un peu fourvoyé avec ce texte, avec cet article 24. Il est à vouloir faire quelque part du en même temps, c'est-à-dire à la fois lutter contre les violences policières et les violences faites aux policiers. Bon, voilà, ça donne le résultat qu'on a. Donc, il est dans une crise politique avec une majorité qui est elle-même en ébullition, avec des vrais clivages à l'intérieur de la majorité. Emmanuel Macron, visiblement, est furieux d'être mis dans cette situation. Donc, que faire ? Donc, visiblement, le président de la République ne veut pas, pour l'instant, sacrifier Gérald Darmanin, qui lui-même ne veut pas, pour l'instant, sacrifier le préfet allemand. On va attendre de voir ce qui se passe vraiment dans la. Donc le message de l'État, c'est en gros de dire les bavures, c'est le fait de quelques brebis galeuses, ça n'est pas la conséquence d'une doctrine de maintien de l'ordre qui en elle-même serait défaillante. C'est la position de Gérald Darmanin. Et là aussi, c'est un débat qui est toujours un peu biaisé parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de chiffres sur est-ce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses ou est-ce que, comme certains le pensent, il y a une forme de racisme systémique, comme on dit, au sein de la police institutionnalisée, ou alors effectivement des brebis galeuses. On n'a pas vraiment de chiffres, même si moi je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, c'est toujours un débat comme ça. Et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a eu une minute. Voilà, il y a eu si on pense notamment à l'Allemagne ou l'Angleterre, des approches différentes. En Allemagne, par exemple, les fameux RIO, les équivalents, sont écrits en gros dans le dos des policiers, donc tout le monde peut les voir très, très en gros. En Angleterre, l'équivalent de l'IGPN est une autorité véritablement. Police des polices. Voilà, la police des polices. En Grande-Bretagne, c'est une autorité véritablement indépendante. La personnalité qui dirige ça est nommée par le ministre de l'Intérieur, certes, mais elle ne doit avoir aucun passé avec la police. Les personnalités viennent de la société civile. Donc, on est là sur une autorité véritablement indépendante. En France, le fait aussi d'avoir une police des polices qui reste constituée quand même. Et qui dépend du ministère de l'Intérieur. Et qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui est composée de policiers.
pose problème, malgré tout. Merci beaucoup et merci d'avoir résumé en quelques secondes ce qui constitue néanmoins les principales différences effectivement entre la France et ses voisins. Merci à vous Bruno Darroux. Merci à Valentin Gendreau d'avoir été avec nous, à Christian Moina, à Michel Toubiana et à Mathieu Vallée. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous. Prochain journal dans moins de 9 minutes sur France 24.